Bien, bien, bien. Bonjour à tous. Bienvenue sur cet atelier autour du prêt d'instruments, du prêt d'objets et de l'ambianceur musical. Donc, on va commencer par le prêt d'instruments et le prêt d'objets. On va commencer par se présenter aussi. Donc, moi, c'est Pierre, je travaille à la bibliothèque Antipode à Rennes. Et je vais plus particulièrement vous parler du coup du prêt d'instruments. Et je laisse la parole à mon collègue qui va se présenter. Stanislas de la bibliothèque de Cherbourg. Donc nous, c'est aussi le prêt d'instruments qui a démarré la pratique de prêt d'objets, mais on commence à élargir un peu les choses et puis on est dans une région où il y a eu des expériences comme la bibliothèque de Bayeux avec l'expérience utilisateur de Nicolas Bedon, donc avec pas mal d'objets plus divers qui posent des questions et qui donnent aussi des réponses sur l'évolution de ce type de projet. Donc on est aussi dans une forme un peu finalement table ronde, mais c'est un atelier, donc on est ensemble. Ce serait bien que vous interveniez tout au long. On est là pour se poser des questions, essayer de trouver des réponses, tout ça ensemble. Donc voilà, il faut que ça reste plutôt une discussion qu'une conférence. Donc n'hésitez pas à intervenir et à poser toutes les questions qui vous passent par la tête du moment qu'elles sont en relation avec, bien entendu, le sujet du jour. Non, je dispose d'un micro si vous voulez, vous levez la main, je vous le passe. Pour lancer les choses, je vais juste revenir sur la distinction. Donc on est parti du prêt d'instruments dans les bibliothèques en musique à une époque où effectivement il y avait des questions sur la transition de notre métier, des collections. Donc ça a été plusieurs bibliothèques françaises au départ. Et à un moment donné, on a été dépassé par le succès, on a augmenté l'offre. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a une contamination de cette idée de prêter des objets et pas des collections, donc sur des budgets d'investissement, et donc je fais la distinction, et pas sur des budgets de fonctionnement. C'est vraiment important parce que un objet, que ce soit une platine, une guitare, c'est pas un livre ou un CD. Donc ça, c'est assez important. Et en fait, ce qui s'est passé concrètement dans les quelques bibliothèques que je connais, dont la mienne, où il y a des instruments depuis une dizaine d'années, c'est que les collègues nous ont observés de façon un petit peu, au début, un peu avec un certain recul, les collègues, je vais dire les collègues des autres services dans la bibliothèque, et avec un peu de peur aussi de ces objets un peu complexes avec de nombreuses pièces. Et au bout d'un moment, ça a changé il y a 5 ans à peu près. Et là, les gens ont commencé à faire des formations dans d'autres domaines sur les prêts d'objets, à aller visiter des bibliothèques et se sont dit mais pourquoi nous on prêterait pas des choses en rapport avec notre domaine, donc des choses fantaisistes ou pas. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des glissements et nous, avant d'aller sur les instruments de musique ou la partie musicale, on est arrivé aujourd'hui ça sature. Ouais, voilà, tu es dans ce cas-là. Ouais. Et donc on est arrivé à prêter des choses aussi simples que des appareils de dépannage, c'est-à-dire des chargeurs de téléphone. Voilà, comme on prêtait des casques, on prête des chargeurs de téléphone. Des collègues prêtent des pompes à vélo, des systèmes anti-crevaison, enfin voilà, des choses de la vie courante. Et ça choquait les gens avant, ça ne les choque plus. Voilà. On va utiliser le micro à chaque fois, je suis désolé, mais... Non, je voulais juste préciser que dans certaines bibliothèques, même les acquisitions de documents à prêter sont sur un budget d'investissement, pas forcément en fonctionnement. Et que du coup, à Lyon, on considère que le prêt d'instruments, c'est la constitution d'une collection en prêt au même titre que n'importe quel autre support. Donc tu as un budget annuel Tout à fait. régulier, ouais, d'accord. Tout comme chez nous. Peut-être qu'aussi on peut toujours, pour introduire tout ça, dire qu'il est... Enfin maintenant, je pense qu'il est plus nécessaire de dire que le prêt d'instruments en bibliothèque est un service quasi, j'allais dire, obligatoire pour les créations pour tout ce qui est création de nouveaux espaces musicaux. Quand on pense service, comment repenser la musique en bibliothèque, que c'est un succès à chaque fois garanti. Donc là-dessus, si vous aviez encore des craintes, je crois que maintenant, enfin, ça y est, depuis le temps que c'est mis en place, depuis une dizaine d'années dans les bibliothèques de France, et vu ces dernières années le nombre de bibliothèques qui se sont lancées dans ces projets toujours avec succès, donc là-dessus, c'est garanti succès à 100%. C'est une super vitrine aussi pour la bibliothèque, pour la ville et pour les élus, si jamais ils craignent toujours, enfin encore, si c'est le cas chez vous, de se lancer
dans ce nouveau type de service Rassure LS, et pour leur image, et ils en seront très, très heureux. Peut-être que parmi vous, il y a déjà des personnes, enfin des bibliothèques qui se sont lancées dans le prêt d'instruments ou d'objets. Là, je vois quelques têtes où on sait que oui. Si vous pouvez lever la main, juste, ça permettra d'enrichir nos échanges, je pense, et vous pourrez rebondir peut-être aussi sur certains questionnements ou interrogations d'autres collègues. Je ne sais pas, après, est-ce qu'on creuse un peu les sujets, dire quelles sont nos particularités, ou est-ce que vous avez déjà des questions pour qu'on puisse peut-être plus facilement rebondir dessus? Comment voyez-vous la chose? Oui, ma question, c'est sur l'origine. D'où ça vient, cette idée de prêter des instruments de musique. Donc, c'était... moi, j'ai l'impression que ça fait peut-être une petite quinzaine d'années qu'on attend la mort du CD qui ne vient pas, et qu'on imagine un peu comment nous, on pourrait se reconvertir tout en restant bibliothécaire et en continuant à parler de musique. Et voilà, mon sentiment, c'est que c'était un peu une réponse à cette peur au départ. Mais voilà, justement, je voulais que tu démentes un petit peu. Non, en fait, on est la bibliothèque où le concept a été inauguré. Enfin, inauguré pas le premier, parce qu'on a été en travaux au moment où on a créé le projet. Donc ça a ouvert après Toulouse, mais c'était la création s'est faite ici sur un contexte qui n'est pas du tout ce que tu évoques. Ça aurait pu, hein. Mais c'était en fait, on avait une énorme partothèque, on avait... une école de musique, mais type conservatoire, une énorme collection de disques, partothèque, etc. Et un soir, on s'est dit, c'est marrant, il y a la partition, les disques, les DVD à l'époque de musique, et tout ce qui manque, c'est juste l'instrument pour aller plus loin, quoi. Et c'est parti juste de cette idée de se dire, et comme c'était un projet de rénovation, on attendait des projets de tous les services. On a proposé ça sans y croire trop, juste pour une expérience, et ça a été... comme l'a dit Pierre, les élus ont tout de suite mordu à l'hameçon et nous ont demandé d'en faire un gros projet avec 40 instruments. Et voilà. Donc c'est pas parti du contexte du CD en baisse du tout, pour te dire au départ. C'est devenu ça maintenant, effectivement aujourd'hui. Maintenir l'espace. Oui, tout à fait. Ça peut répondre effectivement à cette demande ou ce questionnement sur la place des CD en bibliothèque ou de la musique plus en général. Ouais. Et sinon, pour l'origine, c'est très anglo-saxon, c'est les librairies, les bibliothèques d'objets qui existent en Angleterre et aux États-Unis depuis quasiment le début du XXe siècle, dans des formes un peu différentes. Et c'est une pratique ancienne, en fait, et de certaines associations. Donc, nous, c'est vrai que ça arrive dans un contexte peut-être de transition, c'est le sujet de cette année. Voilà. Mais... J'ai une question. Pardon, je suis là. Oh. Je voulais savoir, les instruments de musique, ça a certainement apporté un nouveau public au secteur musique, mais est-ce que ça a aussi apporté un nouveau public à la médiathèque en général ? Je peux commencer par répondre. Chez nous, oui, clairement. On a eu effectivement des gens qui, beaucoup par le bouche à oreille. En fait, on a fait très peu de communication déjà, il faut le savoir, autour du prêt d'instruments, parce que le service, dès le début, a connu un succès assez fulgurant. Et on était un peu victime de notre succès dans le sens où il y a eu énormément de réservations de posées sur certains instruments, ce qui mettait parfois des temps d'attente de plusieurs mois. Et le bouche à oreille en fait, a très vite fonctionné. Des personnes sont venues pour la première fois dans nos locaux et même dans des bibliothèques en fait, en général, en étant très surpris de découvrir ce genre de service. On a aussi la chance, nous, d'être dans un bâtiment donc, qui est couplé avec une MJC et une SMAC, donc qui fait beaucoup circuler les publics entre ces différents lieux, et donc des publics qui fréquentent ces lieux-là, du coup, sont venus chez nous en voyant justement qu'on proposait ce genre de service. On a aussi une vitrine qui donne sur la rue, et c'est vrai que le fait d'avoir des instruments exposés à la vue de tous comme ça intrigue. Donc on a aussi eu des personnes qui sont venues en disant... en rentrant là, en fait, plus par hasard, en disant j'ai vu des instruments, à quoi ça sert ? Et était très heureux, du coup, de repartir avec le jour même. Donc, on a vraiment eu ce cas de figure de personnes qui ne fréquentaient pas les bibliothèques et qui du coup, sont venues pour ça et qui ont découvert aussi les autres services qu'on propose, parce qu'il n'y a pas effectivement que des instruments. Ils sont aussi ravis de découvrir qu'il y a du vinyle, puis toutes les autres collections qu'on peut trouver dans une bibliothèque.
et sont très heureux aussi et surpris à chaque fois de découvrir tous les services en fait, que peuvent proposer une bibliothèque au-delà du prêt de collection, on va dire les services culturels, etc., la gratuité. Et ils sont souvent surpris par l'offre proposée et ont une image en fait, peut-être des bibliothèques qui est assez vieillotte ou qui ne correspond pas forcément ou plus maintenant à la réalité. Et donc sont très heureux de découvrir cette nouvelle facette. Ouais, c'est à peu près ça aussi chez nous. C'est le bouche à oreille. On n'a pas fait du tout de communication. Je crois que, je sais pas, dans les villes un peu plus grandes, les métropoles, peut-être que vous avez communiqué sur la chose. Nous, pas du tout. Ça marche très bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel instrument, ou maintenant les prêts de platine, c'est en venant chercher quelque chose, ils voient un autre objet accroché au mur. Alors, il faut vraiment les mettre, comme tu dis, vitrine, en hauteur, en exposition. Et ça reste jamais de toute façon. Donc, et c'est le bouche à oreille, clairement. C'est quelqu'un qui dit à un ami, ou voilà, mais si tu sais, tu peux aller là. Et les gens viennent un peu en touriste vérifier si ça existe vraiment. Et en retour, c'est aussi, pour compléter tout ça, c'est un service, peut-être le service en bibliothèque le plus, je trouve, gratifiant, que ça soit pour le personnel et pour l'image de la bibliothèque, parce que les retours sont très élogieux dans toutes les bibliothèques qui font ça. Les personnes sont mais vraiment agréablement surpris de trouver ça et nous le rendent bien. Donc c'est aussi pour l'image de la bibliothèque et pour le personnel, c'est un super service. Je voulais juste savoir si le prêt d'instruments boostait quand même le prêt de CD. En fait, est-ce que ce sont deux fonds qui se répondent en termes de taux de rotation? Pas du tout. Ce que disait Pierre est plus vrai, c'est que ça booste un peu le prêt de vinyle. Ça fait découvrir qu'on avait un fonds de vinyle à nouveau. Mais les CD, non, c'est pas forcément. Il n'y a pas de lien réel en fait chez nous. Oui, pas de corrélation non plus. Et le but, je suis pas sûr que le but soit de. Alors c'est un plus si effectivement les CD sortent plus, mais c'est pas une fin en soi. Ouais. Les partitions, oui, par contre, c'est très clair. C'est moi qui ai le micro. Je suis là-haut, je suis tout au fond. C'est moi, là-bas. Plein de mains qui se lèvent. Je voulais rebondir sur la réservation d'instruments sur le portail. Pardon, excusez-moi. Je m'appelle Arnaud, je travaille à la médiathèque de Viry-Châtillon. On fait partie de l'agglo Grand Orly Seine-Bièvre et nous avons depuis 1 an et demi des instruments de musique en prêt. Voilà, pardon pour. Et du coup, pour nous, chez nous, on ne peut pas réserver les instruments de musique sur le portail. Et je voulais évoquer cette question avec vous parce que vous en avez parlé, qu'il y avait beaucoup de réservations. Du coup, a priori, j'ai compris que ça posait un petit problème de disponibilité. Voilà, j'ai 2-3 points. Je commençais par celui-là sur la réservation d'instruments en ligne. En fait, nous, on le fait pas pour l'instant, en tout cas. Alors nous, on peut le faire, mais c'est pas tant sur. En fait, on s'est rendu compte que les réservations faites sur les instruments c'est vraiment une toute petite minorité qui est faite en ligne. Et c'est surtout en fait sur place que les lecteurs font la réservation, puisque c'est là aussi où ils découvrent le parc d'instruments et c'est vraiment sur place qu'ils vont se rendre compte de la richesse du parc d'instruments et donc vont créer les réservations. Donc on en a vraiment très peu en ligne. Je crois qu'il y a aussi cette problématique, ça a été très justement dit dans le merveilleux rétex fait sur les instruments de musique par Juliette de la BM de Lyon, qui avait énormément, Cyril, tu me détrompes pas, énormément de réservations, vous aussi, avec parfois des délais qui allaient jusqu'à 1 an et demi, il me semble, sur certains types d'instruments. Donc je sais pas si toi aussi tu veux peut-être intervenir là-dessus, et Stan aussi. Oui, Cyril dit qu'on rachète des exemplaires des instruments très demandés. C'est vrai, c'est ce qui se passe, voilà. Je voulais poser une autre question sur un problème d'usure des cordes, par exemple, sur une guitare. Est-ce que vous avez une idée, comment vous gérez, vous, entre la mauvaise utilisation de l'instrument et l'usure de cordes? Si on casse une corde, est-ce que... Alors c'est très technique, très précis.
Mais est-ce que les usagers doivent changer les 6 cordes de la guitare, ou est-ce que vous vous dites ça fait 3 fois que c'est sorti, donc ça fait plus de 6 mois que les cordes sont dessus, voilà. Enfin, c'est en relation aussi, donc c'est une double question, avec le fait que vous me présentez vous disiez que vous mettiez les guitares, enfin les instruments en vitrine. Du coup, moi j'en mets un petit peu en réserve, histoire d'essayer de les protéger un petit peu. Voilà, c'est toute cette idée. Alors nous c'est sur des stands à l'intérieur, c'est pas au contact de la lumière, donc ça se désaccorde forcément avec les variations de température. Donc non, pour revenir sur ta question, on a un budget en fait qui est pour l'entretien, et c'est vrai qu'on estime sur les guitares, on change les cordes, on a un inventaire, on a une fiche de vie de l'instrument, et on change les cordes tous les ans à peu près. Et quand il y a de la casse dans le contrat qu'on signe au moment du prêt, le petit papier, on indique que s'il y a corde cassée, il faut qu'elle soit remplacée par un professionnel. On n'en demande pas plus. Si quelqu'un le fait très proprement, on ne dira rien. Et donc voilà, et puis c'est rien, une corde de guitare. Voilà. Mais chaque bibliothèque, je crois, a créé son système. Il y a des gens qui remplacent pour les personnes qui ont des compétences en interne, etc. quoi. Et pour compléter, effectivement, ça a été dit tout à l'heure que dans certaines bibliothèques, le personnel était formé pour changer les cordes. Nous, dans notre cas de figure, on fonctionne un peu comme chez toi, Stan, où c'est au lecteur en fait, de faire remplacer par un professionnel les cordes en cas de casse. On a un contrat d'entretien, ce qui est très important d'ailleurs quand vous allez, si jamais vous vous lancez dans ce service, de l'entretien effectivement de l'instrument. Enfin, c'est vraiment à prendre en compte. Et donc notre fournisseur nous fait en fait l'entretien sur place de tous les instruments à cordes 2 fois dans l'année, ce qui fait que les cordes sont sont changées donc tous les 6 mois. Et donc on a eu que je crois sur 800-900 près d'instruments de 2 cordes cassées en tout et pour tout, donc c'est très peu. Et ça crée en plus le fait d'avoir ces entretiens, on va dire réguliers, crée une sorte de cercle vertueux pour le lecteur qui va aussi prendre soin plus facilement de l'instrument, étant donné que l'instrument a un aspect quasi neuf, malgré déjà le fait qu'il était emprunté des dizaines de fois. Donc ça aussi, c'est à ne pas négliger, en tout cas dans le prix que vous allez mettre dans l'instrument, tout comme ça a été dit aussi très justement tout à l'heure, de plutôt aller sur des instruments milieu de gamme et pas du bas de gamme qui vieillira très mal, qui sonnera mal et qui probablement aura des dégâts assez rapidement. Donc, ouais. Je rajoute juste que sur les fiches d'instruments, on a ajouté un dessin de l'instrument maintenant où on met les marques par exemple de boucles de ceinture sur une guitare, c'est très fréquent, ça gêne pas du tout la musicalité de l'instrument, donc ça c'est considéré comme un vieillissement mais qui n'a pas du tout d'impact sur l'utilisation de l'objet, donc il faut distinguer en fait. Voilà, mais c'est la vie normale de n'importe qui, il y a de très belles guitares qui ont un long vécu et qui fonctionnent très bien, donc c'est pas mieux, effectivement. Il faut effectivement considérer l'usure de l'instrument d'une vraie casse qui pourrait vraiment endommager l'instrument. Et donc ça, c'est aussi à prendre en compte à ce moment-là. Alors, moi, ça serait par rapport au prêt d'objets et d'appareils d'écoute. Parce que, donc, comme vous l'a présenté tout à l'heure, Cédric, on propose des lecteurs CD sur place. Et vu que c'est pas mal demandé, notamment par les enfants et les préados, on s'interroge sur le fait de prêter ces appareils. Donc c'était pour savoir déjà le type d'objets et d'appareils que vous prêtez et les conditions en fait. Alors les conditions pour l'instant, nous on recherche la platine CD idéale, on ne l'a pas trouvée. Je sais qu'elle vient d'apparaître pour les voitures, il y a enfin une réponse, c'est-à-dire un lecteur externe USB, donc qui se branche sur les ports USB des voitures actuelles, qui permet d'écouter le disque dans la voiture. Par contre, à la maison, il n'y a pas de prise casque là-dessus, donc on ne pourra pas le prêter, ça n'a pas d'intérêt pour nous, mais bon, ça résout le problème d'écouter en voiture des disques. Ça, c'est une chose. En fait, c'est le même contrat que les instruments, c'est un objet comme un instrument. Une platine vinyle, nous, c'est des platines vinyles portatives, même type de contrat. On vérifie au prêt l'intégralité des éléments, il y a une photographie de chaque élément. Faut abuser de la coteuse P-Touch, là où ce que vous avez, sur chaque élément pour les collègues, pas pour les gens, mais pour les collègues qui ne sont pas au courant de comment s'appelle un élément d'une platine. Si c'est un médiator, pour certains, ça ne veut rien dire, trémolo, enfin tout ça. Voilà. Donc c'est surtout, il y a beaucoup de choses en fait à voir pour les collègues d'abord, pour que ça fonctionne bien le service. Et donc oui, exactement comme les autres objets. Et les platines CD, il faut vraiment qu'on échange là-dessus. Certains ont pris des Discman,
D'autres vont sur des platines. Maintenant, les chaînes hi-fi portatives dans lesquelles il y a le CD, la radio, les enceintes, c'est pas si lourd. Donc la transportabilité et la musicalité comptent. Il faut essayer de trouver une espèce de compromis entre tout ça, quoi. Et le groupe, la liste discothécaire peut vraiment être... faut pas hésiter, hein. Parfois, ça répond pas beaucoup quand on pose une question. Mais il faut revenir à la charge. Et je pense qu'il y a beaucoup d'expériences aujourd'hui collectives sur le sujet. Donc, Bonjour. Alors moi je viens de Strasbourg et on est très en retard. On n'a pas tout ça. C'est pas grave, on va essayer de rattraper notre retard, mais je me heurte à deux réalités qui me permettent du coup d'avoir une vision sur les prochaines échéances, ce qui est pas plus mal, mais ce qui me fout un peu la pression quand même, faut pas se louper. La première réalité, c'est que moi dans ma structure, la deuxième du réseau, on va avoir des gros travaux pendant 6 mois. Donc tout ce qui est projet, mettre en place des vinyles, on fait pas. Prêt d'instruments, on fait pas. C'est des choses sur lesquelles je travaille depuis 2 ans, mais sans que ce soit vraiment très concret parce qu'il y a le tout venant du quotidien. Et en même temps, on m'a dit c'est pas la peine de mettre un truc nouveau avant une fermeture pour 6 mois de travaux. Au contraire, il faut garder ça pour la réouverture, pour que ça soit un peu sexy, parce que c'est des travaux de passoire énergétique et les gens vont se dire pourquoi ils ont fermé pendant 6 mois, il n'y a rien de différent. Bon, stratégie. Dans un deuxième temps, il y a une autre réalité, c'est qu'on tout se met en place doucement. On est une très grosse collectivité et donc au niveau administratif, au niveau des décisions, au niveau de tout ça, ça prend du temps. Et là, il y a un groupe de travail musique réseau qui va enfin se réunir après 1 an de retard au mois d'avril pour plusieurs rendez-vous pour justement parler du futur de la musique sur le réseau et de comment on installe ce genre de service en complément d'une structure à une autre pour pas se marcher les uns sur les autres. Et moi j'ai très très peur des ébauches de perte de temps, de blabla, de questionnements qui n'en finissent plus. Et comme apparemment vous êtes pas mal à avoir mis en place déjà ça, parce qu'on est très en retard, je voulais savoir si vous avez vécu ce genre d'ébauche avec des temps infernaux d'attente, ou si au contraire ça avait été hyper rapide, parce que le sujet était super ficelé, le dossier était hyper bien foutu, et du coup tout est passé crème. Ça serait vraiment gentil d'avoir un recul là-dessus. Merci beaucoup. Bonjour, alors ça tombe bien. Moi je suis sur le réseau de Bordeaux et on a ouvert donc une nouvelle bibliothèque de quartier en 2019 et j'avais tout préparé pour la mise en place des instruments en 2019. On avait le budget, on avait toute l'organisation matérielle, tout était nickel. Et en gros, on m'a dit non, pas maintenant. Non, de toute façon vous n'avez pas l'argent. Si, on a l'argent. Ah bon? Non mais où est-ce que vous allez le présenter? On a prévu, on le mettra là. Ah non, mais ça va pas aller. En fait, politique réseau, paf, et voilà. Et donc, on a pu enfin mettre en place le prêt d'instruments lorsque la centrale l'a mis en place également. Donc du coup, c'est vrai que c'était mieux parce qu'il y a eu une grosse sortie générale sur 2 bibliothèques. Et du coup, je rajoute d'autres informations complémentaires. La centrale qui est en centre-ville se concentre beaucoup sur les instruments classiques, guitare électrique, basse, piano. Et nous, on est un petit peu excentré, on a préféré se concentrer sur les instruments atypiques. Donc thérémine, boomwakers, automaton, je vous laisse chercher sur Internet. On a aussi évidemment piano, quelques guitares acoustiques, etc. Mais on se concentre vraiment sur des objets un peu différents. Et ça marche plutôt bien. Et par contre, le public qu'on attire, c'est plutôt les gens qui viennent faire des concerts chez nous et en sortant qu'ils voient ça, qui font « Ah, mais vous savez ça, mais c'est incroyable !» Et ils viennent essayer tout ça. Donc voilà, un petit peu pour les délais, c'est normal. Il faut penser réseau. À force de faire... Alors, déjà, ça sert à rien de s'énerver et de pousser, de gaspiller trop d'énergie à faire passer le truc. Il faut qu'ils sachent que c'est prêt. Il faut avoir le projet tout ficelé, effectivement. Il est en attente. Et puis à un moment, quelqu'un à la direction, je suppose, ou le service central va dire non, en fait, c'est une bonne idée, on va faire ça. Il faut vraiment qu'on y aille. Et là, ils vont ressortir ton dossier. On va dire oui, c'est bien. Comme ça, on va le sortir sur les 2 en même temps. On fera un gros coup de pub. Et puis voilà. Donc ça va se faire. Je voulais ajouter sur les argumentaires et les budgets, les subventions, il y a pas mal de pistes qui ont été évoquées par les bibliothèques qui sont un peu leaders là-dedans. Bayeux est vraiment là-dessus parce qu'ils ont une panoplie énorme d'objets.
Et eux, ils s'appuient beaucoup sur la loi Robert, les PCES, la politique documentaire dans laquelle... voilà. Et aussi l'agenda 2030 de la BPI et de l'ENSIB. Ça, c'est pour la partie argumentaire un peu en dur. Mais derrière, en subvention, ils ont vraiment été accompagnés par l'ADRAC, donc de votre région en l'occurrence. Et également les projets européens leaders. Il faut regarder de ce côté-là. Il y a beaucoup d'argent qui n'est pas donné faute de projets. C'est des projets ambitieux, mais sur une ville comme Strasbourg, le projet leader, il a peut-être changé de nom, mais c'est un projet qui donne pas mal d'argent. Et il y a également les partenariats privés. Sur les instruments de musique, ça peut être intéressant si vous avez des luthiers dans votre région, des fabricants d'objets. Bon voilà, un partenariat public-privé, une espèce de vitrine pour les fabricants, artisans, fabricants. Pour l'IFI, ça fonctionne aussi dans certaines régions. Voilà, c'est des pistes évoquées par ceux qui ont déjà un peu de retour d'expérience. J'ai une nouvelle question et je vais commencer par répondre aussi à celle-ci. Et j'en profite pour me présenter, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. Je travaille à la bibliothèque de Nantes où on vient de mettre en place le prêt d'instruments de musique. Donc contrairement à Bordeaux, c'est allé très très vite. En gros, on nous a dit, voilà, voilà, je ne sais plus combien d'euros, enfin 6 000 ou un truc comme ça. On veut pouvoir prêter des instruments de musique à Noël. C'était à la rentrée. Donc parfois ça peut aller, oui, ça dépend en fait d'une nouvelle directrice qui arrive, d'un élu à la culture qui a changé, de choses comme ça qui peuvent donner l'impulsion et du coup faire accélérer les choses. La question que je voulais poser en fait c'était plus sur les... Là on parle de collection d'instruments ou d'objets. Hein, et je me demandais combien... tu disais tout à l'heure que vous aviez commencé le service avec 40 instruments. Et vous êtes à combien aujourd'hui? Et puis on est au-delà à de ça, 50, ouais. Mais on n'a pas pu élargir comme on le voulait pour des raisons physiques, pas les espaces. Et puis on a d'autres missions et donc c'est compliqué de se remettre dans ce sujet-là. 10 ans après, on s'y met régulièrement, mais je vois des bibliothèques qui ont vraiment des superbes expériences sur les instruments atypiques, sur toutes les musiques urbaines électroniques d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui depuis 10 ans existent, qui sont accessibles, de qualité, qui sont surutilisées et utilisées, et qu'on n'a pas en fait. Donc je pense qu'il n'y a pas de limite. Il y a une usure naturelle aussi, donc il y a un désherbage naturel un petit peu. Et voilà, donc c'est un grand espace de liberté, hein, pour tout dire. Oui, c'est ça. Mais après, voilà, la question que je me pose aussi derrière, c'est que nous, par exemple, on commence avec une trentaine d'instruments qui sont tous ultra réservés pour les 3 ou 4 prochaines années. Voilà, finalement, on touche assez peu de public concrètement. Voilà, les 3 instruments, ils sont en circulation depuis 2 mois et demi. Ils ont dû chacun être prêtés 2 fois et demi, quoi, en gros, ou 3 fois. Ce qui est énorme si on compare à des taux de rotation de documents plus traditionnels. Mais en même temps, on parle de toute petite collection pour l'instant, et donc de public desservi assez limité aussi. Et donc ma question, c'est jusqu'où on va, jusqu'où on développe cette collection. Je ne sais pas s'il y a des bibliothèques qui ont commencé à avoir des grosses collections d'instruments. Excellente question. Nous, on a commencé, tu vois, avec 25 instruments il y a 2 ans et demi. On est à 44 là. Et donc, on a quasiment doublé le parc d'instruments en répondant à 2 choses. La première, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, là, c'était le nombre de demandes sur certains types d'instruments qui étaient multi-réservés, donc pour éviter les temps d'attente. Et la deuxième, c'était sur les suggestions. En fait, on enrichit le parc aussi en fonction des suggestions de lecteurs. Et comme ça a été aussi dit tout à l'heure, on ne va pas répondre à une suggestion, on ne va pas acheter un instrument, surtout s'il va être atypique, pour satisfaire un lecteur, mais en fonction des mois passés, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait certains instruments qui étaient vraiment demandés en suggestion. Donc on s'est aussi orienté vers des instruments, du coup, là aussi dit atypiques, comme le thérémine qui revient mine de rien souvent et qui est très demandé, des instruments de musique électronique, des banjo, guitare 12 cordes, enfin voilà, ce genre de choses. Et du coup, maintenant se pose la question effectivement de jusqu'où on va.
c'est-à-dire jusqu'à combien d'instruments le parc peut s'enrichir. Donc là, il va y avoir plusieurs critères qui vont rentrer en compte. Déjà le budget, puisque nous, on a aussi un budget de collection qui nous permet d'enrichir, heureusement, le parc d'instruments chaque année. Il y a aussi ce qui est très important, comme je disais tout à l'heure, l'entretien, plus votre parc va augmenter en nombre, plus votre budget d'entretien aussi peut coûter cher. Donc c'est pas négligeable. Après l'espace, parce que mine de rien, même si les instruments sont souvent sortis, si vous ne faites ne serait-ce que par exemple un entretien dans l'année avec un professionnel qui vient sur place, il faut quand même rapatrier tous les instruments à ce moment-là et les stocker, et ça peut aussi, ça à prendre en compte. Et ensuite, forcément, le temps pris sur le personnel, plus vous allez avoir d'instruments, plus ça va demander de temps. Et à voir avec le nombre de services que vous proposez déjà dans cette bibliothèque, le nombre d'heures de service public, etc. Enfin, voilà, c'est toutes ces choses-là qui vont être prises en compte. Et puis après, il faut aussi déterminer quel est notre rôle à ce moment-là, jusqu'où. On est sur un service, on fournit un service qui, jusqu'à présent, n'est proposé par aucune autre structure sur le territoire. On se situe un peu entre le magasin de musique et le conservatoire, en fait, sur des prêts de courte durée pour de la découverte, pour de l'expérience ou pour avant d'assumer effectivement parfois des achats ou autres. Et donc voilà, bien définir en fait quel rôle en fait vous voulez jouer avec ce service au moment de la création de ce service ou même après, et vous pourquoi pas vous fixer aussi une limite, vous dire on s'arrête à tant d'instruments et puis après vous pouvez jouer sur d'autres choses, quoi. Bonjour, moi je viens de l'Est orléanais, là, donc je suis un local de l'étape. On a déjà un Clavinova en prêt public depuis une douzaine d'années. On voit que ça marche très bien auprès du jeune public. Mais je voudrais vous interroger sur l'appropriation du prêt d'instruments par l'équipe. Parce que là, souvent c'est à l'origine fait par les discothécaires. Je vais employer ce mot, même si on ne parle plus de discothécaires. Est-ce que l'équipe en général s'approprie, parce que si ça repose sur une personne, c'est pas tenable. Comment on fait pour que ce projet puisse sortir du cadre d'une personne ou deux? On a plein de choses à dire, ça tombe bien là-dessus. Je commence là, nous oui. Effectivement, il ne faut pas que ça repose sur une personne, ça c'est clair. C'est un peu la règle d'or. Chez nous, donc on est sur un équipement où on est 8 et demi à travailler dessus. Et tout le monde est censé tourner en fait sur ce service-là et est censé en faire. Il s'avère qu'il n'y a aucun musicien dans l'équipe. Donc déjà, si ça peut vous rassurer aussi, si vous êtes dans des équipes où vous ne pratiquez pas la musique, vous n'avez jamais joué d'un instrument, et c'est tout à fait possible de lancer ce service et ça marche très bien et ça, on ne rencontre aucun souci par rapport à ça. Il faut bien insister sur on a eu en fait une formation initiale donnée par le fournisseur. C'était juste 2 demi-journées sur les bases, savoir la différence entre une folk, une classique, comment on branche un ampli, enfin vraiment le b.a.-ba. Et ensuite, on a fait énormément de formations en interne sur les procédures de prêt et de retour. Et en fait, ce qui compte, c'est vraiment ça. Il va falloir en fait assimiler ces procédures, savoir les maîtriser, pour qu'au moment du lancement de ce service, aucune personne aucun membre du personnel ne se retrouve en difficulté quand il va devoir mettre ça en place. Donc vraiment la formation en interne est très très importante, donc insistez beaucoup là-dessus et entraînez-vous en amont, faites des prêts fictifs et tout ça pour que le jour J en fait vous soyez fin prêt. Alors surtout, il faut vérifier au moment du prêt pour qu'il n'y ait pas de contestation, état au moment du prêt et au retour, contrôle de l'état des éléments. Et on met OK, nécessite réparation par réparation. S'il y a une marque, par exemple la housse a été abîmée, on vérifie l'âge de la housse. De toute façon, on notifie tout. En fait, une fermeture éclair qui ferme mal, parce qu'on parle des instruments, mais il faut aussi les protéger. Donc il faut penser, la housse c'est très important en fait. C'est presque aussi important que l'instrument en fait, pour la durée de vie de vos collections. Là, on n'est pas dans la transition, bon, c'est du nylon et tout ça, mais bon, c'est vraiment important. Et autre chose, moi je suis complètement en raccord avec toi. Après, on ne va pas empêcher d'avoir des collègues qui ont des réticences à la base. On aura beau les former 3 à 4 fois à revenir dessus. Je pense que la polyvalence a des limites, même si nous, pareil, on n'a pas demandé de compétences musicales. On a fait une formation à l'époque à 6 agents.
Et en fait, il y en a 3 qui font vraiment du prêt régulièrement. Les autres ont demandé à ne pas être trop positionnés sur le poste musique parce que ça les met mal à l'aise d'avoir peur de se tromper. Parce que voilà, ça c'est humain dans des équipes, c'est pas. Donc il vaut mieux trouver des gens qui ont envie, qui n'ont pas peur. C'est juste pas avoir peur de prêter un truc où il y a 4 objets à l'intérieur. Enfin, c'est un jeu. Hein. Juste, je fais un parallèle avec ce qu'on a, nous, à la ABM de Quimper. On fait du prêt de jeux de société et on a créé un groupe jeux. Donc il y a 6 à 8 agents des différents services qui ont été formés aussi pour les jeux de société, au prêt et au retour. Alors au prêt, on ne vérifie pas parce qu'on vérifie tous les jeux au retour, mais on ne le fait pas en présence de public parce que ça prendrait trop de temps quand il y a 250 cartes à compter et 58 jetons de différentes couleurs. Du coup, en fait, on les met juste de côté, on les laisse sur un chariot ou une étagère dédiée, donc sur la carte du lecteur. Et dans la journée, il y a une personne du groupe jeu qui vient et qui vérifie tous les jeux et qui ont été rendus ce jour-là et qui les retire des cartes si tout va bien, quoi. Vous avez des puzzles 10 000 pièces. Par exemple. Moi, je voulais juste répondre en fait à la question de tout à l'heure du collègue de Strasbourg. À Lyon, en fait, ça a pu se débloquer en consultant, parce que la hiérarchie n'était pas forcément emballée. Et en fait, on a consulté le plan de mandat de notre élu à la culture, qui mettait comme objectif de favoriser la pratique artistique amateur. Et en fait, c'est en allant sur cette argumentation qu'on a pu débloquer le dossier. Tout juste, et vous pouvez aussi argumenter que la musique reste la première pratique culturelle en France, et que l'achat d'instruments et la pratique d'instruments a le vent en poupe. Donc, allez-y à fond là-dessus. À Lyon, ça a pris 1 an et demi. Ça a pris 1 an et demi de préparation. Parce que comme disaient Pierre et Stan, il faut aussi former les collègues, du moins les impliquer du début. Nous, on a fait des binômes. On est 8. Il y a 4 musiciens, 4 non-musiciens. On a fait des binômes pour constituer par famille d'instruments, pour qu'ils repèrent des instruments qui répondent aux critères, qui étaient des critères qu'on pouvait appréhender l'instrument dans la durée de prêt, qui est chez nous de 6 semaines. Et donc, ils ont sélectionné les instruments. Les musiciens, on les a mis sur les instruments qu'ils ne maîtrisaient pas. C'est-à-dire, si on a un joueur de guitare, on l'a mis sur les percussions de musique du monde, etc. Pour les mettre quelque part dans une forme d'égalité, tous. Et puis, on les a formés, effectivement, à la petite maintenance, à réinitialiser les instruments électroniques, etc. Et en fait, il faut être hyper prêt quand on démarre, quoi. Alors, il y a des réticences. Des collègues avaient un peu peur. Et en fait, le jour du lancement, tu te rends compte qu'il y a la queue devant la salle musique, ce qui n'est pas arrivé depuis des décennies. Qu'au bout de 20 minutes, la moitié des instruments ont été empruntés et que tu as des usagers qui disent que c'est génial ce que tu fais. Et on sait qu'on est dans une profession où il y a une forme de sinistrose parfois. Et ça rebooste vraiment les collègues, quoi. Donc même les collègues qui sentaient qu'ils avaient été mis en difficulté parce qu'ils n'étaient pas musiciens, qu'ils avaient peur, ça les a vraiment reboostés. Ils ont été ensuite convaincus en fait, du projet. T'as tout dit. Suite à ça, justement, je voulais savoir quels étaient les instruments les plus demandés. Et par exemple, si vous me répondez les guitares, parce que j'imagine que ça doit être ça la réponse, laquelle part vous achetez pour les gauchers, par exemple? Est-ce qu'il doit y avoir des gauchers aussi? Je pense que, à voir si selon les bibliothèques on rencontre les mêmes succès sur les instruments, mais j'ai l'impression que oui. Alors nous, effectivement, on a les guitares électriques, les basses, les pianos numériques qui sont énormément demandés, c'est les plus réservés. Les instruments de musique électronique, ensuite tout ce qui est looper, boîte à rythme, etc. Et on a fait le choix effectivement d'investir dans une guitare gaucher, et aussi des guitares pour taille enfant, des demi et des trois quarts. Et une particularité aussi que j'ai pas dit, c'est que sur la ville de Rennes, on a donc une autre bibliothèque, donc la bibliothèque des Champs Libres. Je crois qu'il y a peut-être des collègues qui se sont glissés parmi vous, soyez prudents, qui aussi se sont lancés dans ce service il y a un peu plus d'1 an, et donc on a essayé d'être complémentaires sur les fonds, notamment sur ces types d'instruments
Eux, ils ont par exemple une guitare électrique gaucher, nous, on va avoir une guitare folk gaucher. Ce genre de choses, voilà, pour faire en sorte que c'est vrai que ça ne va pas être les instruments les plus demandés, donc histoire aussi de les rentabiliser. J'ai pas d'autre chose à dire. Nous, on n'a pas d'instruments de taille, on va dire de short scale, des tailles enfants, tout ça, des demi-caisses. On est resté sur des instruments adultes. Voilà. Et gaucher, on n'a pas fait au départ non plus, parce qu'on voulait une diversité d'instruments. Donc on se disait, comme c'était pour des débutants de l'autodidaxie, je suis gaucher moi-même, et j'ai commencé sur des instruments de droitier, je ne trouvais pas d'instrument de gaucher. Donc tant qu'on n'a pas touché l'instrument, j'ai l'impression même qu'on trouve des bidouilles, on a vu des gauchers jouer avec des guitares à l'envers, je ne vais pas vous citer. Donc en fait, on trouve son style de toute façon avec un instrument. Mais si on a les moyens, c'est vrai que c'est bien. On peut pas dire on ne fait pas parce que... Voilà. Alors, nous, non, on n'a pas fait ce choix-là par rapport au volume, en fait. Comment transporter une batterie quand on sort de la bibliothèque, ou alors un kit très très petit. Donc c'est des batteries électroniques avec quand même le pédalier qui se pose sur une table avec un casque. Voilà, nous on a un pré, on est dans une ville assez populaire, Cherbourg. Il n'y a pas d'appartement gigantesque et tout le monde n'a pas forcément un garage isolé. Voilà, on n'a pas envie de créer des conflits. Je le rajoute parce que c'est les parents souvent qui viennent avec un jeune qui veut essayer. Pour la batterie en particulier, c'est ça souvent. Pardon. Deux questions. La première, c'est est-ce que vous prêtez aussi des accessoires genre pédale wah-wah, etc. En dehors du prêt de la guitare? Est-ce que c'est des choses qui sont demandées? Oui, alors on a aussi on prête toutes sortes de pédales d'effets pour aller avec les guitares, et comme ça a été dit aussi précédemment là, sur la table ronde, c'est pas seulement un instrument qu'on va prêter, généralement c'est un pack avec différents accessoires qu'on peut retrouver dedans, qu'on peut emprunter ou non selon le choix du lecteur. Généralement, pour une guitare par exemple, c'est donc son étui de transport, un stand, un médiator et puis un accordeur. Et pour ce qui est instrument de musique électronique, il y a toujours un ampli disponible avec la guitare, avec le câblage nécessaire si nécessaire, si le lecteur n'a pas ce qu'il faut. Et si c'était en dehors du prêt avec la guitare? Ah, pour la pédale d'effet par exemple. Ouais, la pédale d'effet, elle est en dehors. C'est considéré comme un pack en fait. On va retrouver la pédale d'effet avec son câblage qu'on peut emprunter en plus de la... Donc les conditions, parfois selon les établissements, vont différer, mais par exemple chez nous, on peut emprunter un instrument plus plusieurs packs, donc à savoir une guitare plus deux pédales d'effet par exemple. Ok. Et l'autre question, c'est les conditions de prêt. La charte, en tant que bibliothécaire, on s'inquiète souvent du prêt d'objets parce que c'est un coût. Que quand ça ne nous revient pas, ça ne nous revient pas du tout. Ça part au trésor public quand c'est remboursé. Le trésor public passe par là, parce que toutes les collectivités ne passent plus par le trésor public. Nous, on a encore on est avec le trésor public. Mais par exemple, chez nous, je ne demande plus que la carte d'identité, on ne demande plus de justificatif de domicile, on a un prêt gratuit, on fait vraiment tout pour simplifier l'accès à la culture. Mais du coup, est-ce que ça, c'est une inquiétude qui est remontée dans vos équipes? Est-ce que c'est réel? On en parlait justement ce midi. Depuis le moment qu'on a lancé ce service, donc il y a 2 ans et demi, donc on n'a rencontré aucun problème jusqu'à ces 6 derniers mois où on a eu 2 instruments qui, pour l'instant, sont, on va dire, en très longue durée, où les lecteurs ne répondent pas forcément à nos coups de fil, ne répondent pas d'ailleurs. Un a même laissé un faux numéro. On fonctionne comme toi, donc avec un prêt gratuit ici, il y a besoin d'une carte d'identité au moment de l'inscription, mais seulement au moment de l'inscription. Et au moment du prêt de l'instrument, on fait juste signer un petit contrat pour la forme, histoire surtout d'avoir une médiation avec le lecteur, mais qui n'oblige en rien en fait le lecteur ça reste un contrat écrit, mais voilà, il n'y a aucune obligation derrière. Effectivement, s'il ne veut pas le ramener, il ne le ramène pas. Et se pose effectivement la question en cas de non-restitution, quels sont après nos moyens. Donc après, c'est à chaque collectivité d'avoir aussi des ressources derrière. Il existe donc effectivement le trésor, tu parlais du trésor public, il peut y avoir le dépôt de plainte, il y a différentes solutions qui peuvent être envisagées. Après, ça reste à la marge, mais ça représente aussi un coût non négligeable, donc c'est aussi on va dire à anticiper. Alors sur le coup, j'émettrai une réserve. On a parlé tout à l'heure de la qualité des instruments, donc ça c'est un minimum, la musicalité, la qualité.
il y a quand même des instruments dans nos parcs qui sont de la valeur d'un coffret d'une série télé DVD. Donc, on peut aussi temporiser. Il y a quelques instruments qui sont vraiment coûteux en électronique, tout ça. Les petits Korg, tout ça, ça peut monter à quelques centaines d'euros. Un Térémini, je pense que c'est pas donné non plus. C'est 600, je crois, ou 500, voilà. Donc là, c'est vrai qu'en plus, ça met donc si l'instrument n'est pas rendu, ça pose une question. Et si la personne le perd ou doit le remplacer, ça peut poser des questions aussi de capacité à rembourser si l'assurance ne fonctionne pas. Donc nous, le Trésor public fait pas, ça va pas plus loin. Nous, on perd en fait l'instrument. Mais sur 10 ans, en gros, donc on est à 50 instruments. On en avait une quarantaine sur les 10 premières années. On a perdu 2 guitares, une parce que la personne était en prison et ses amis ont vidé son appartement, voilà. Donc quand il est revenu, il était tout malheureux. Voilà, c'était pas drôle. Et donc, c'est perdu. Et une autre on l'a perdue parce quelqu'un s'est assis sur une guitare folk cassée. La personne a fait valoir son assurance qui a permis de racheter une guitare neuve. Et donc on a perdu cette guitare, mais notre luthier magasin l'a réparée. Donc on a une guitare en plus en fait suite à cet incident. Donc c'est pour dire que l'histoire de tout ça, c'est que le succès est tel que ce serait dommage de se priver par cette peur en fait, qui est légitime, mais voilà. Si c'est un mineur, il faut qu'il y ait une autorité. Enfin, il faut que la responsabilité sera à son tuteur, qui peut être parent ou la personne qui est responsable au moment de l'inscription de sa carte. En fait, c'est un document comme un autre, mais il est précisé qu'il faut qu'il soit. C'est sous la responsabilité de la personne qui a validé l'inscription du mineur. Mais pareil, nous c'est gratuit, il n'y a pas de document. On est passé à des formalités des plus simples, c'est-à-dire qu'il y a une déclaration sur l'honneur qu'on habite la commune, parce qu'on est encore commune hors commune, enfin hors communauté de communes, mais comme c'est sur l'honneur, on ne demande aucun justificatif voilà, tout ça c'est fini. J'avais une question. En ce moment, notre collectivité met beaucoup l'accent sur l'accueil de tous les publics et des publics empêchés, notamment, et je voulais savoir si vous proposiez un service spécifique ou si d'autres BM ont proposé un service de prêt d'instruments ou d'objets en lien avec la musique quand même, spécifique pour les publics éloignés ou empêchés. Alors, c'est une très très bonne initiative, ou question et initiative. Chez nous, malheureusement, on n'en est pas encore là. Mais ça pourrait être, ça aurait le mérite d'être creusé, effectivement. Et donc, du coup, je ne pourrais pas répondre à ta question. Je vais voir si Stan y peut. Nous, on adorerait, mais je vais faire très court, on était 5 postes en musique, on n'est plus qu'un équivalent temps plein, on est demi-temps actuellement, donc plus des remplaçants, mais ça fait pas l'office, ça fait pas équipe. Et donc il se passe, par contre, on a une bonne surprise, on a un médiateur jeunesse qui emmène des instruments auprès des enfants et qui fait aussi des choses publiques dans tout ce qu'on fait en service externe auprès de maisons de retraite, parfois il va avec une guitare, tout ça. Donc voilà, j'estime que ça va vers des publics qui pourraient pas bénéficier du service. Mais c'est pas assez, c'est évident qu'il faut faire ça. Ouais. Moi j'ai une question, parce que on va mettre ça en place au second semestre dans une bibliothèque départementale et on va devoir demander 3 devis pour faire cet achat et du coup je me demandais comment le formuler. Est-ce que vous mettiez simplement l'instrument évidemment et puis ce qui est revenu plusieurs fois, c'est-à-dire gamme moyenne, voilà, pour avoir quelque chose de qualité-prix et satisfaisant, ou est-ce que vous avez, alors là, je pose la question de manière générale, mais citer certaines marques précises, ou voilà, je savais pas trop comment formuler ça, moi. Donc oui, tu passes pas du coup par un marché parce que la somme est en deçà, donc tu vas demander des devis comparatifs, c'est ça, si je comprends bien ta question? A priori, ça va partir comme ça, ouais. Ouais, et alors nous on avait fait cette démarche on a essayé de démarcher plusieurs magasins, en fait il n'y en a que 2 qui ont répondu sur ceux qu'on avait répondu, en fonction de la demande aussi qu'on faisait et de la compréhension qu'ils avaient du projet. On leur a demandé en fait pour comparer, on a donné vraiment des marques spécifiques, enfin vraiment des instruments spécifiques pour qu'on ait une comparaison juste en fait, même si c'était pas forcément sur ces instruments qu'on allait partir, mais au moins pour pouvoir choisir en fait notre fournisseur. Le critère de prix était quand même, ça marquait des points on va dire.
Du coup, on est parti sur en fait une liste de 10 instruments avec le modèle en fait, pour avoir déjà une idée du prix. Et c'était pas forcément, d'ailleurs, on n'est pas du tout parti sur ces 10 instruments finalement, parce que après échange avec le fournisseur, celui qui a été retenu, il a su aussi nous conseiller sur les modèles à retenir, les plus robustes, etc. Ok, un peu la même idée que pour les marchés CD, on fait un panier représentatif et ok, ça marche. Merci. J'ai à nouveau plein de questions, je suis désolé. Je vais essayer d'être Strasbourg. rapide. Strasbourg. Allez. Luthier versus magasin de musique, pour vous, ça a une importance dans... Enfin, voilà. Mais alors, ouais, très bonne question, mais déjà, il faut trouver la personne qui saura répondre à ta demande. Parce que déjà, il faut savoir, il va falloir l'expliquer, parce qu'on s'est, nous, de retrouver confrontés à des luthiers ou d'autres magasins qui avaient un peu de mal à saisir notre projet et qui nous voyaient plus comme des concurrents. Alors que du coup, au final, je pense... Ouais, alors qu'au final, c'est vraiment à leur avantage. Et en fait, sur les 2 fournisseurs qu'on a retenus, il fallait aussi l'autre critère qui a fait qu'on n'a pas pu retenir un luthier, c'est qu'on avait une gamme d'instruments qui était assez large, qui allait des instruments de musique électronique aux instruments à cordes, au piano. Donc il fallait aussi trouver le fournisseur qui faisait l'entretien de tout ça. Comme c'était un prérequis, c'était que le fournisseur fasse l'entretien. Donc du coup, en fait, ça par élimination naturelle, en gros, on est arrivé à un seul fournisseur. Finalement, les magasins ont plus de poids, plus de chances d'être pris par rapport à un luthier. Ça dépend du service que tu veux lancer. Je crois que à aucun moment, il y a un fournisseur officiel magasin qui est pris, mais un partenaire luthier qui, en parallèle, intervient aussi pour des réparations et tout ça. C'est mort, c'est trop compliqué à mettre en place. Alors, je crois que ça existe, ce cas de figure. Tu peux aussi te fournir chez un fournisseur, acheter tout le matériel et après faire l'entretien par un luthier, ouais, tout à fait. Donc à Lyon, on a plusieurs fournisseurs. On a un fournisseur pour les guitares, qui est un fournisseur local, parce que pour les guitares, c'est aussi important d'avoir... Parce que tu t'achètes dans des grands magasins d'instruments, elle n'est pas réglée, etc. Donc tu n'as pas forcément les compétences pour le faire en interne. Les instruments de musique électronique, pour lesquels il n'y a pas forcément de maintenance régulière, mais plutôt de la réparation. Là, on passe faire du grand magasin, style Thomann, etc. Et tout ce qui est instruments de musique du monde, on passe par un magasin spécialisé à Lyon. Ça, c'est contractualisé. Enfin, Alors, ça pose pas de souci de marché. On a une chance à Lyon, c'est qu'on a un orchestre national et que du coup, la ville de Lyon autorise une exemption de marché en dessous d'une certaine somme pour éviter que les musiciens de l'orchestre soient obligés d'acheter chez un titulaire de marché. Donc, on est rentré dans cette faille-là, on va dire. Donc, on choisit le magasin qu'on veut. Me poser aussi et je rajouterais juste aussi pour compléter, on a su aussi tomber sur un fournisseur, et c'est là aussi où l'humain à nouveau rentre en compte et les personnes qui vont participer à ce projet, qui a su comprendre vraiment le projet et qui est très réactif en fait à nos demandes, parce que rappelez-vous, il n'y a aucun musicien chez nous. Donc en cas, des fois, c'est arrivé quelques fois, on avait des doutes sur certains retours, on savait pas, il y avait eu des petits chocs, des trucs comme ça, et on savait pas si l'état de l'instrument, on pouvait continuer à le jouer. Et ce qui faisait que comme le magasin il est à 1 km à vol d'oiseau de chez nous, on peut s'y rendre en fait assez facilement, et dans la journée même en fait, on peut apporter l'instrument, avoir une expertise et le remettre en fait en circulation le jour même. Donc la réactivité aussi du fournisseur est très importante, parce que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui peut faire la maintenance et puis qui va, qui va vous bloquer les instruments pendant 1 mois parce qu'il n'aura pas eu le temps de changer toutes les cordes, etc. Donc ça aussi, la réactivité est vraiment un point d'achoppement primordial. Ouais. Poser la question également sur les partenariats, puisque c'est très important par rapport au tissu territorial, les partenariats, on travaille beaucoup là-dessus. Et parmi nos partenaires, il y a les écoles de musique, il y a les salles de musique, il y a des gens qui... Voilà. Bon, on parlait des concerts en médiathèque, on les fait différemment que dans une SMAC, c'est normal, on ne sait pas faire pareil, c'est pas les mêmes bateaux, c'est pas le même endroit. Bref, par rapport à nos partenaires d'écoles de musique qui donnent des cours de musique, qui donnent accès à des instruments de musique d'une autre manière, est-ce qu'il faut prévoir en amont du projet de leur expliquer la démarche, éventuellement de les intégrer dedans? Vous avez eu des expériences là-dessus? Ouais, même chose, on les a rencontrés en fait aussi en amont du projet, donc le conservatoire, pour leur expliquer notre démarche, pour pas qu'il y ait aussi de malentendus, savoir où nous on se situait et où eux savoir qu'on n'allait pas empiéter sur leur plate-bande, que c'est pas du tout le même style de prêt, les mêmes types d'instruments qu'on allait prêter.
Et puis après, alors, là où je suis, c'est un peu particulier parce qu'on a plusieurs structures effectivement dans le même bâtiment avec la SMAC et la MJC qui proposent des ateliers d'expression avec des cours de guitare, des cours de piano. Donc en fait, on a tout un cheminement qui peut faire qu'on peut emprunter l'instrument, prendre des cours. Il y a des studios de répétition, donc tout est fait pour rester en fait aussi en interne. Mais je pense que c'est important, en tout cas en amont, si vous avez des services, dans la ville qui style conservatoire, de les rencontrer peut-être et de leur expliquer le projet. Pour compléter un peu ça nous a rapprochés plutôt de l'école de musique du conservatoire, après les avoir rencontrés avant le début du projet, bien sûr. Mais ils ont compris en fait qu'on pouvait devenir aussi un endroit où nous, on a des élèves qui viennent maintenant faire des auditions à l'auditorium, qui sont plus à l'aise, qui viennent de temps en temps voir les partitions qu'ils ne venaient pas voir avant, ils restaient dans la bibliothèque du conservatoire. Enfin, on a une circulation, parce qu'on a dédramatisé les choses. Au début, ils ont eu très peur, oui, effectivement. Mais on n'a pas le même type d'instrument, on a des méthodes, nous c'est des méthodes, c'est pas de l'apprentissage, donc c'est beaucoup plus, c'est en autodidaxie, c'est pas... Si je peux me permettre, je suis là. Pour nous, discothécaires musicaux, c'est assez clair. Là, justement, on vient de tomber sur un nouveau directeur du conservatoire, du théâtre, de la danse et de la maison des arts plastiques qui vient de me dire clairement qu'on était... C'est la première rencontre qu'on avait pour justement voir si on pouvait faire un partenariat, travailler ensemble, et qui d'emblée a dit mais qu'on marchait sur ses plates-bandes. Parce qu'on accueillait des écoles, des classes, pour leur parler de musique, et parce qu'on prêtait des instruments de musique. Donc je suis resté un peu bouche bée quand même, parce qu'il n'y a aucune logique, et comme vous disiez, c'est faux, on est complémentaires, nous on peut leur apporter des nouveaux élèves, on prête des instruments de musique à des gens qui ne sont pas dans un cursus d'apprentissage, c'est pas une école de musique, on est un lieu où on partage la musique en fait et nos savoirs autour de la musique, mais effectivement on n'est pas forcément musicien ou musicologue, mais on peut quand même connaître les 6 cordes d'une guitare. Voilà, donc le partenariat avec la maison de la musique, le conservatoire, c'est vrai que c'est le mieux si vous pouvez le faire, mais c'est pas une fin en soi. Enfin, en tout cas, je rebondis sur le fait que j'ai lu qu'est-ce que c'était ? C'est la CIM qui a partagé ça. Quelqu'un qui a fait un master et qui a parlé du territoire, de la musique, de la bibliothèque. Bon bref, et qui s'est sorti il n'y a pas... C'est toi ? Et elle est parmi nous. Merci beaucoup. Et du coup, à un moment donné, excuse-moi pour la présentation. Et à un moment donné, c'était, on n'est pas obligé, enfin quelqu'un d'un entretien qui a dit, on n'est pas obligé en fait d'avoir des partenariats avec la maison de la musique si on considère que le partenariat n'est pas effectif pour nous, quoi. Il y avait un exemple où c'est un des exemples qu'elle avait cité, de dire que faire des conférences de musique dans une bibliothèque, c'est super. Mais si c'est pour avoir le public du conservatoire et que c'était juste un prêt de salle, je change de sujet, juste pour ça servait à rien. Et effectivement, ça sert à rien si c'est juste prêter une salle pour le public du conservatoire. Enfin voilà. Donc des fois, il y a des petits soucis avec les conservatoires et c'est à nouveau une question de personnes, je pense. Enfin là, c'est. Ouais, c'était assez hallucinant d'ailleurs. Ouais. On devrait. Et même après lui avoir expliqué, il est resté sur ses positions ou. Ça doit être ça, il a raison. C'est un manque de confiance en lui. En termes d'évaluation des services, est-ce que on vous le demande ou est-ce que de vous-même vous avez envie de le faire en termes d'évaluation des services quand il y a un tel truc nouveau qui arrive, forcément vous le valorisez, peut-être que vos supérieurs veulent savoir un peu comment ça avance. Est-ce que vous avez déjà des expériences là-dessus ? En fait, on nous le valorise malgré nous, parce que comme ça marchait, c'est réutilisé. Quand ça marche, on n'a pas besoin de faire grand-chose, ça vient du dessus et il récupère le succès par la presse, tout ça, les communiqués, les retours des lecteurs, voire toutes les réactions. Et donc c'est plutôt à l'inverse en fait. Et par contre, il y a ce qu'on a dit ce matin, le chiffre c'est rien, mais c'est vrai que les chiffres sont très probants. Sur des toutes petites collections, on a des taux de rotation qui sont au maximum, puisque c'est toujours dehors. Donc là, c'est incontestable. Après, avec tout ce que tu évoquais tout à l'heure, jusqu'où on va, quoi. Est-ce que moi je pensais je rebondis sur ce que tu disais,
j'ai pas dit tout à l'heure, mais je pense qu'à un moment donné, on atteint un maximum pour son établissement ou son territoire, parce qu'on ne va pas acheter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de demande. Enfin, il n'y a pas de limite, parfois sur certains domaines, pas que dans les instruments, hein. Dans certaines publications en manga, tout ça, si on suit la demande, on va plus faire autre chose. Il n'y a pas de limite, voilà. Et donc, je me disais, nous, sur cette expérience-là, maintenant, on se pose la question de que ces instruments soient joués sur place, donc avec l'idée de ce que vous faites, un labo, enfin un studio de musique où on peut jouer ensemble, donc favoriser des échanges entre publics, voilà, parce qu'on ne va pas cumuler les guitares, les pédales d'effet, les claviers, voilà. Peut-être qu'on pourrait en parler rapidement, d'ailleurs, de cette formule qu'on développe à Orléans depuis un an. Ça fera un lien avec... voilà. Super de transition, ouais, Karl, vas-y. Essaye. Tu es ambianceur, toi, non? Ouais, je suis impatient en plus. Non, comme vous le savez peut-être, à Orléans, on a développé un studio de pratique musicale sur place depuis un an. Donc on n'est pas les premiers en France. Hein. On n'a d'ailleurs pas beaucoup d'expérience, mais si vous voulez... poser des questions dès maintenant, parce que demain on va vous le présenter demain matin, mais comme il n'y aura pas beaucoup de temps, voilà. Donc moi ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que pareil, on a dans ce moment de sinistrose reçu beaucoup d'amour de nos usagers en fait dès qu'on a ouvert cette offre, mais à un point, enfin on s'y attendait pas en fait. On voit débouler des publics qui ont entre 16 et 25 ans, quoi, beaucoup. Des étudiants, enfin des lycéens qui ont 1 heure à tuer dans le lycée d'à côté, qui vont venir réserver le studio, des familles qui viennent avec leurs enfants. On parlait de public empêché tout à l'heure, on a des groupes maintenant d'IME en fait, qui se constituent et on accueille. Alors il faut bien évidemment un accompagnement, hein, toujours, c'est compliqué de laisser un hood à des gens qui savent pas le tenir. Mais ça se passe bien, on n'a pas eu vraiment beaucoup de casse encore, à part quelques cordes. Voilà. D'ailleurs, vous réaccordez, vous? On ne le fait plus. Quand on a le temps au moment du prêt, on montre comment accorder. Oui, voilà. Mais je leur explique que ça va se désaccorder. Enfin, nous, on est une ville très humide, c'est très chauffé dans la bibliothèque. Enfin, voilà, ça va très vite, le désaccord. Bon, nous, du coup, on réaccorde un petit peu 2-3 fois par semaine. Alors, comme vous tous, on n'est pas des professionnels de la musique, on n'est pas des musiciens pour la plupart. Alors, dans notre équipe, on est 6 dans l'unité musique-image. On est 3 à s'occuper vraiment du studio, et dans les 3, il n'y a pas vraiment de musiciens, quoi. On a appris un peu tout sur le tas. Et bien évidemment, on a des structures comme notre vendeur d'instruments qui viennent faire... alors, ils ne viennent pas faire ils viennent faire une réparation 1 fois par an. Pour l'instant, on n'en est qu'à ça, quoi, sur place. Et puis s'il y a un gros souci, on leur donne les instruments et ils les réparent. Et ce que tu dis, c'est important, car effectivement, on a nos limites de compétences professionnelles, nous, professionnels de l'information à la base, enfin, et de la documentation. Et c'est pas grave si vous connaissez pas, si vous savez pas. Il faut pas avoir peur. D'ailleurs, au moment, ce qu'on dit nous quand on fait la formation auprès des collègues, c'est il faut pas avoir peur de dire en fait au lecteur quand il y a des questions qui sont trop techniques, qu'on ne sait pas. Enfin, dire on ne sait pas, c'est pas un gros mot. Enfin, faut pas avoir peur de le dire, et dire tout de suite aussi, ça peut être rassurant de dire bah écoutez, moi je suis juste là pour pour faciliter l'accès à un instrument. Et si vous avez des questions d'ordre plus technique, savoir quel type d'instrument utiliser, etc., comment on accorde, de les renvoyer vers des personnes qui ont vraiment les compétences pour. Des questions peut-être sur la pratique, sur place? Bonjour, je m'appelle Boyan et excusez mon français, je suis débutant. Mon question est, quelles sont votre expérience avec près des instruments ou avec le studio et action culturelle? Est-ce que vous parlez avec les gens qui jouent? Est-ce que les gens jouent est-ce que vous créez programmation avec les gens qui jouent? Est-ce qu'il y a quelques mélanges avec les gens qui utilisent? Est-ce qu'il y a quelques nouveaux groupes qui à construire? Est-ce qu'il y a podcast? Il y a quelque chose plus projet qui est né après le nouvel service que vous avez proposé? Alors, nous, on observe un décalage entre nos idées qui fusent et la réalité administrative, en fait. Nos directions, parce qu'il faut en parler, il n'y a pas que les élus, il y a aussi nos propres directions, des fois, qui sont bien réticentes. Donc, l'objet de notre studio, pour l'instant, c'est pas d'être un studio d'enregistrement, a priori, mais nous, on sait bien que ça l'est, quoi. On n'est pas dupes, on voit des gens rentrer avec un ordinateur et une carte son. On parlait de Oud, là, il y a des gens qui samplent nos instruments, en fait, ils vont jouer.
on a des gens qui nous demandent en fait de pouvoir faire pas des radios crochets, mais essayer de déterminer des groupes qui ont été créés dans ce studio et de les mettre en lumière en fait. Voilà. Après, on a des dispositifs qui pourraient le faire, mais bon, pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Qu'est-ce qu'on aurait encore par rapport au studio non, j'avais une idée, mais elle m'est sortie de la tête. Ouais. Relais ? Non, vous avez quelque chose à dire, vous, par rapport au prêt Alors, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais on a, nous, comme on a des salles de répétition en fait, à l'intérieur du bâtiment, on a souvent on a aussi ce qu'on appelle un local qui s'appelle l'atelier, qui sert de résidence pour les artistes. Et en fait, ça arrive souvent maintenant que des musiciens du coup, qui jouent, qui passent la semaine ici ou qui jouent dans la journée, viennent du coup nous emprunter des pédales d'effet, des instruments plus atypiques parce qu'ils en ont besoin pour l'enregistrement, ils en ont besoin à un moment donné. Et comme c'est aussi un lieu de circulation, on s'est rendu compte que ça favorise les rencontres et que y avait des musiciens qui répétaient, qui étaient deux à répéter, par exemple, qui cherchaient un bassiste, un truc comme ça, et qui se rendent compte que tiens, toi tu joues de la basse, etc. Et du coup qui arrivent en fait ça crée vraiment un lieu d'échange et alors après je sais pas si ça aboutit sur des formes de groupe, etc. Mais en tout cas on sent que c'est en ébullition et que ça favorise tout ce microcosme-là autour de la musique et que les gens échangent, etc. quoi. Du coup, c'est revenu. En fait, on s'est rendu compte que l'application Zikinf, je ne sais pas si vous la connaissez, une application qui permet à des musiciens en France ou voire même ailleurs de se rencontrer en fait. ZYKINF. On a remarqué que des gens se donnaient rendez-vous dans nos studios en fait via cette application, qui est aussi un site en ligne, hein, et font leur première expérience musicale dans ce studio. On a même chopé des gens qui étaient en train de faire des photos manifestement pour des clips ou des choses. Enfin. Voilà, c'est un lieu que les gens prennent beaucoup d'assaut et vous verrez demain, en fait, sa particularité, c'est qu'il est fermé. Donc, on a pas mal de studios en France qui sont des espaces transparents et le fait que ça soit fermé, ça peut créer aussi une intimité propice à ce genre de choses. Alors nous, on n'a pas de studio, mais on a un piano en libre service et donc les guitares folk qui peuvent être jouées comme ça. Et les gens maintenant ont beaucoup tendance, les plus jeunes, à faire des stories, en fait, à se filmer, à s'enregistrer en duo. Et ils se rencontrent autour d'un instrument, ils se donnent rendez-vous quand ils ont plus cours et tout ça. Donc ça, c'est bon, on laisse faire un peu comme l'évoquait quelqu'un ce matin. À partir d'une certaine heure, on sait que c'est le moment où ils sont là à attendre le bus et on laisse jouer. Mais on ne sait pas ce qu'ils en font. On n'a pas envie non plus d'être aller plus loin vers ce que tu appelais l'action culturelle. C'est bien que ce soit un espace de liberté pour eux aussi, voilà, sans leur demander de nous renvoyer quelque chose. S'ils le demandaient, pourquoi pas, mais on n'a pas été amené à ça, à les faire jouer. Nous, sur Codérant, on a donc le prêt d'instruments qui est en place, qui nous permet de repérer les gens qu'on va faire venir après sur les scènes amateurs. C'est-à-dire, dès qu'on voit un gars qui assure un petit peu, qui se pose des questions, qui tourne autour des partitions, en gros, on va lui poser la question. Tu as un groupe, tu joues un petit peu, si ça te dit, on fait les scènes amateurs, la prochaine date c'est ça, est-ce que ça te dit? Et du coup, les gens viennent. Et c'est pas mal du tout, ça marche bien. Et on te laisse la place du coup, Karl. Vous pouvez rester, hein. C'est ton sujet. Oui, c'est mon sujet. C'est mon instant. Ouais. Alors, bon, je ne vais pas vous parler de ce qu'est un ambianceur musical. Il y a plusieurs définitions au terme d'ambianceur déjà. Voilà, c'est pour dire un petit peu qu'à Orléans, on a réfléchi à des solutions pour proposer de la musique en fait de manière différente. Et donc, on a d'abord commencé à réfléchir à la diffusion de la musique dans notre espace. Donc, je ne sais pas quelles sont vos configurations à tous. Moi, avant cette réflexion, on avait 20 mètres à faire, nous, avant de... Imaginez le bureau de renseignement ici, il fallait qu'on fasse 20 mètres pour changer de disque. Si jamais il était trop fort, il fallait refaire 20 mètres, redescendre le niveau. Enfin, on était vraiment dans un système assez archaïque. Et donc, on a eu l'occasion à un moment de réfléchir à la réorganisation en fait de notre espace. Et on s'est dit, voilà, on va préparer quelque chose. Donc, où est-ce que c'est? C'est là. Hop, première photo. La sono. Donc comme vous le voyez là, en fait, c'est notre bloc de sono avec en dessous l'ampli, une platine CD qui diffuse dans la salle et au-dessus 2 autres platines CD en fait qui nous permettent de mixer.
Donc vous voyez la mixette qui est juste au-dessus, à côté de la Technics MK2, qui a bien 30 ans. On l'a acheté en même temps que le bâtiment s'est construit. Et donc, ce système est relié à 6 enceintes qui sont dans l'espace de diffusion. Et maintenant, on est capable de changer de disque, de l'enchaîner, en fait. C'est 3 fois rien. C'est un petit peu le début de la DJ School, quoi. DJ School Level 1. Et je vous assure que ça marche. Enfin, j'ai un collègue, alors Stéphane devait parler avec moi, il est un peu timide à cette heure-ci, mais j'ai un collègue qui a pris en fait cette habitude d'allumer la mixette, les 2 platines CD et d'enchaîner en fait les disques. Et c'est rien, mais c'est déjà un début, quoi. Car vous savez tous, un disque qu'on a envie d'arrêter, on va appuyer sur la touche éjecte si on n'est pas précautionneux, ça va faire un arrêt direct du son, c'est un peu bizarre pour les gens qui sont en salle. Le mix, à ce niveau-là, ça permet voilà, d'enchaîner des morceaux. Donc on a ces 2 platines CD, on pourrait potentiellement mettre 2 platines vinyle au-dessus. Et puis on a un micro aussi qui peut nous permettre, voilà, si vous le branchez ici, de parler dans la salle et imaginer ce qu'il est possible de faire, quoi. Alors nous on est assez timides, tous, hein. Il n'y a pas que Stéphane. C'est pas évident quand même, j'en conviens de prendre la parole dans une salle avec des usagers, on ne sait pas trop comment ils vont réagir, mais on peut faire déjà des annonces pour les actions culturelles de la journée, faire des choses dans ce sens-là. Donc déjà, penser à la diffusion du son, c'est souvent pas grand-chose, en fait, au niveau de l'investissement, mais ça peut vraiment vous ouvrir des portes et régler des problèmes. Je sais pas si parmi vous, on est un atelier, donc si parmi vous, des gens marchent des kilomètres par jour pour changer leur disque. Non, oui, il y en a un, d'accord, on n'était pas tout seul. Ça me rassure. Donc, je vous dis, voilà, c'est quelque chose qu'il faut peut-être prendre en compte dans le cadre d'un réaménagement de service. Le son, la diffusion du son, c'est très important, quoi. Oui, micro. Alors. Quand vous dites que vous faites dans l'espace, vous parlez de l'espace musique ou tous les espaces? Non, là on est dans l'unité musique-image au 4e étage de la médiathèque, donc c'est sympa pour ça, effectivement. Ouais. On a, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, on a un piano quart de queue qui est aussi là, on a notre clavinova aussi sous casque. Parce que nous, on a un espace musique, mais il est excentré du reste de la médiathèque. Ah oui. Du coup, il est peu visible. On a essayé de tenter de négocier, de faire justement une sonorisation dans les autres espaces, et ça nous a été refusé parce que on risquait de déranger ceux qui lisaient et tout ça. Donc du coup, on est en train d'imaginer une signalétique, mais même si on fait une signalétique, on sera toujours excentré. Donc c'était pour ça que je voulais intervenir. Et on sait quand on est excentré, c'est jamais bien bon, quoi. Exactement. Courage. Voilà, donc quand on a commencé le level 1 de la DJ School, le level 2, c'est celui-ci normalement. On se retrouve à mixer en public. Donc là, vous me voyez avec mon collègue Stéphane en train de poser pour un journaliste de la République du Centre qui nous prenait en photo lors du Grand Piano Festival. Alors le Grand Piano Festival, c'est un festival autour du piano, bien évidemment, organisé par la ville d'Orléans, qui a lieu tous les ans. Et on a insisté, nous de notre côté, dans le cadre de relations interservices, pour proposer en fait une performance de mix dans le cadre du festival. Alors il se trouve que je suis disc-jockey, donc forcément au départ c'est plutôt moi qui voulais. Et puis je leur ai dit non, on va y aller tous les deux. Et on s'est retrouvés donc à passer des disques pour la médiathèque, pour le réseau des médiathèques, dans le cadre du festival. Donc n'oubliez pas qu'on n'est pas les seuls services aussi, qu'il y a des collègues qui seraient peut-être enclins en fait, à recevoir notre expertise. Même si on n'est pas des DJ professionnels, on est quand même voilà, je crois, assez forts en son. On est capable de répondre à une commande. Le Grand Piano Festival, là, il s'agissait de passer des disques. Alors, on avait qui ? On avait Julien Granel, on avait Vanessa Wagner et Gogo Penguin. Voilà. Donc, on a calé notre sélection pour entre les interplateaux, enfin pendant les interplateaux, accompagner en fait le déroulement de la soirée et puis à la fin de la soirée mettre un truc un peu plus festif parce qu'il faut faire danser et bouger les gens. Mais voilà, donc pareil, vous allez passer des disques, les gens vous regarderont pas, c'est des interplateaux, vous créez une ambiance en fait, c'est pas une performance de disc jockey quoi, on est là pour pousser des disques. Et ça s'est plutôt bien passé, on avait ramené nos CD, alors là vous avez des platines CD Pioneer avec des jogs, on avait ramené nos CD de la médiathèque, quelques vinyles et on a passé notre sélection tranquillement.
En parallèle de ça, je me suis retrouvé, moi, à faire le DJ au Muséum d'Histoire Naturelle. Donc la photo arrive peut-être, oui. Bon, la pose est minable. Ah non, ça c'est encore nous. Sans le still face, voilà. Je sais pas quelqu'un m'a pris en photo, voilà. Donc là, on est dans le Muséum d'Histoire Naturelle pour une silent party. Le MOB, comme il s'appelle, avait décidé de louer 300 casques, en fait. Donc imaginez des casques qui réagissent, en fait, qui sont reliés quelque part à une émission hertzienne. Vous allez pouvoir, avec l'émetteur, en fait, envoyer sur 3 canaux différents, 3 sources sonores différentes. Et les gens, en fait, ont un commutateur sur leur casque et ils décident de choisir un type de musique ou un autre. Donc moi, j'étais au 4e étage en train de faire un mix un petit peu festif et dansant. Comme il y avait des enceintes à cet étage-là, les gens avaient l'ambiance. Et sur un autre canal, en fait, on avait préparé, avec mon collègue Stéphane, une bande-son, en fait, qui était là pour mettre le musée en son. Donc c'était la nuit des musées. Il y avait des bruits d'animaux, de nature, un truc assez immersif en fait. Et les gens commutaient entre les deux canaux. Et c'était assez rigolo quoi, de voir. Ils avaient soit une lumière verte, soit une lumière rouge sur leur casque. Et voilà. Donc c'est sûr que nous, on n'a pas des casques dans nos établissements, mais c'est des équipements qui se louent. Si vraiment vous avez un petit billet, un gros budget, enfin tout est possible quoi. Et ça peut, quand on parle de respecter les usagers, pas faire trop de bruit. On pourrait très bien organiser une boom sous casque dans une médiathèque en pleine journée, ça dérangerait personne. Oui. Ah. C'est juste la question sur la platine, si c'était à lui ou à... J'ai dû ramener mon matériel en fait. C'est un problème là encore de budget, etc. Vous avez vu, il y a une platine Technics à la médiathèque. On n'en a qu'une seule, voilà. Donc j'aurais pu l'emprunter, mais non, j'ai dû ramener mon matériel. C'est bien vu, mais et normalement ça doit pas être le cas, évidemment. Voilà. Ensuite, la bande-son qu'on avait préparée, on l'a mise en ligne sur Mixcloud. N'oubliez pas aussi de valoriser en fait vos contenus. Si vous en produisez, il y a des outils pour ça. On a notre collègue Damien là, qui utilise beaucoup Mixcloud aussi à la Médiathèque musicale de Paris. C'est un site, vous voyez, non, Mixcloud, qui permet d'héberger des mix. C'est fait pour ça. Du coup, ça donne l'occasion de réécouter en fait l'ambiance du musée chez soi via Internet et via notre compte Mixcloud. Très récemment, on a organisé pour la nuit de la lecture un blind test. Donc cette année, la thématique de la nuit de la lecture, c'était le corps, je crois. Oui, hein. Et on a fait un blind test donc autour des parties du corps, donc tous les morceaux avec Eyes, les yeux, J'aime tes genoux d'Henri Salvador, bien évidemment, une quantité de choses. Et donc voilà, là on est ambianceur musical dans le cadre d'une performance d'animation sur un blind test. Alors là j'utilisais le matériel de la médiathèque, hein, tout 100%. Ah non, mes lumières c'était à moi, pardon. Voilà, donc... on a pensé au son en ayant une bonne sono. Si on fait un truc la nuit, pensez aux lumières. Ça permet de donner un éclairage différent à la médiathèque, de dire aux gens « Waouh, c'est pas pareil ». Mais bien évidemment, votre direction ne va pas forcément réagir tout de suite là-dessus. C'est pas les priorités d'acheter des spots. Donc voilà, trouver des solutions. Alors en général, je crois qu'on est tous à ramener des choses, des fois de chez nous, pour faire des animations, décorer des tables, ce genre de choses, quoi. Donc les lumières, c'est important aussi, et c'est vrai que les gens étaient surpris de voir l'espace de manière différente, quoi. Donc là, un blind test autour du corps. Les blind tests, il y a moyen d'en faire de toutes sortes. Voici. On en avait fait un avec un groupe de CCAS, en fait, un groupe d'anciens qui était organisé par le CCAS. Et donc là, vous assistez à un blind test sur l'opérette, en fait, que j'avais fait avec le matériel de la médiathèque, 100%. La platine portable, on l'a depuis un moment. La mixette, c'est celle que vous avez vue sur la table, et la Technics à côté.
Et voilà, donc le blind test, il n'y a pas de formation au CNFPT, hein, j'ai envie de dire. C'est quelque chose il faut se lancer dedans. Si vous avez l'habitude d'en faire chez vous ou avec des amis, ça vous aidera plus. Bien réfléchir, bien évidemment, aux morceaux, quoi. Avoir une application de type blind, karaoké, je sais pas quoi. Ça peut être sympa, mais est-ce qu'elle va fonctionner en fait avec le Wi-Fi de votre établissement ? Est-ce qu'au final, au bout de 10 minutes d'utilisation, il n'y a pas un arrêt parce que vous n'avez pas pris l'option premium ? Acheter des applications, c'est souvent compliqué parce qu'on n'a pas de carte bleue. Donc, plein de problèmes se posent. Du coup, notre blind test, en fait, on préfère, nous, dématérialiser, numériser nos morceaux, partir de MP3 ou de fichiers WAV pour être tranquille. Et ensuite, à partir d'un ordinateur, alors là c'était des vinyles, mais la fois d'avant c'était un ordinateur, hein, ici. Voilà, donc réfléchir à ça, vous avez le droit de dématérialiser. Il y a des outils qui existent comme Windows Media Player que tout le monde a. Hein. C'est quand vous mettez un CD, en fait, l'application, le logiciel s'ouvre normalement sur les PC. Hein. Vous avez le lecteur et puis vous savez, il y a 3 petits carrés, une flèche en haut à droite, vous cliquez dessus et c'est là que vous arrivez dans l'environnement où il est possible de dématérialiser. En MP3, en Wave, il n'y a même pas besoin d'acheter des plugins. Windows a bien fait les choses pour une fois. Donc ce logiciel, c'est de la boulette. Il y en a d'autres qui permettent de dématérialiser. Audacity, hein, dont on parle tous, qui est le logiciel libre de son, qui vous permet de numériser un vinyle. Ça peut aussi, par l'option de plusieurs pistes, faire des mixages, des séquences. Alors c'est sûr, graphiquement, oui, il n'est pas top, mais il est gratuit. Et ça, c'est vraiment appréciable dans ces temps où il est compliqué d'avoir des budgets pour tout. Voilà pour notre blind test. Ici, c'est Thomas, notre collègue Thomas, aux manettes d'une sieste musicale devant l'étang de l'île Charlemagne, pour ceux qui connaissent le coin, le parc de Loire, comme on dit. Donc là, on voit peut-être mal le matériel, mais il a là devant lui en fait 2 rampes d'ampli casque. Donc il a potentiellement 12 casques qui peuvent être sonorisés. Il envoie sa sieste musicale ici, qui a été produite sur l'ordinateur, la petite console qui va bien. Donc nous, nos siestes, on a décidé de les produire, en fait, de les mixer. Alors je sais qu'on a tous ici, des gens font des siestes, d'ailleurs, musicales, ouais. Vous produisez des fichiers entiers ou vous diffusez, vous mixez des morceaux? Comment ça se passe? On les diffuse directement dans la section musique. Par le biais soit d'un ordi, soit de la chaîne qu'on a, et on met ça sur un CD, quoi. En fait, ah oui, d'accord, ouais, ok. Parce qu'on n'avait pas tellement de matos ni de compétences pour faire autrement, en fait. Ouais. Donc la première qu'on a faite, on l'a faite comme ça, on a fait notre playlist et on l'a gravée sur un CD, on l'a diffusée comme ça. Du coup, c'est pas enchaîné, c'est juste des morceaux qui sont collés. Oui, voilà, c'est ça. Bon. Du coup, parce qu'il fallait qu'on essaye un truc. Ben oui, voilà. il y a toujours un début. On passe le premier, quoi. Ouais. Ça fait pas très longtemps qu'on en fait, ça fait peut-être, je sais pas, un petit peu plus d'1 an, je dirais. Donc voilà, on a commencé à faire comme ça. Et puis maintenant, comme on avait des galères justement de matériel et tout, je sais que c'est plutôt régulièrement ma collègue qui récupère la playlist sur Qobuz et qui fait défiler la playlist comme ça qu'on a décidé au préalable. Par le biais d'internet, quand ça veut bien fonctionner. Et Qobuz, c'est un abonnement perso, du coup? Ouais, du coup, c'est son abonnement perso. Non, mais c'est la. Non, mais pour voilà. Voilà. J'aurais été ravi parce qu'ils nous ont toujours dit en fait qu'ils voulaient pas travailler avec nous. Le monde des médiathèques, Qobuz, c'est un truc de fou. On n'a jamais compris pourquoi, parce que c'est la meilleure offre, meilleure qualité. Mais non, ils voulaient pas faire une offre premium pour nous, quoi. Ouais, bah non, mais du coup, voilà, c'est son abonnement à elle qu'elle. Donc là, pareil, hein, enfin, je sais que c'est compliqué de parler comme ça, mais vous voyez, enfin, ils n'ont pas hésité à aller plus loin malgré le fait que c'était son abonnement à elle. Des fois, il faut peut-être, surtout dans des petits établissements, enfin, quand vous n'êtes pas trop surveillé, voilà. Je veux pas faire une invitation à être punk, mais si elle avait pas fait, ouais, il serait pas passé. Parce que sinon, en fait, il se passe rien. Voilà. On n'a pas le matos, donc il y a un moment, et si on a envie de faire des trucs. Et si on voit, si les responsables voient que ça marche, ils peuvent justement rajouter des moyens pour. Ça donne l'occasion effectivement de discuter. D'en parler, ouais.
Bravo. Une autre expérience peut-être de sieste, non, ou de réaction par rapport à ce qu'on a dit déjà? On va juste rapidement dire que moi j'aime bien les faire en direct justement, pour avoir ce petit frisson de voir ce qui se passe, et puis de pourquoi pas éventuellement couper le morceau, chanter un petit peu, là si je vois que... Vous avez vraiment des habitudes de DJ, quoi. Oui. Pour voir s'il chante en fait en même temps. Non. C'est vrai que le fait de le faire un petit peu, enfin la playlist est préparée sur des thématiques assez différentes, mais d'avoir cette expérience en direct, c'est important. Ouais. Ça permet d'autant plus après un rebond d'en discuter derrière. Bah oui, l'échange, important. Je rajoute une couche, en fait il y a un level 2, voire 3 sur cette playlist. C'est que notre collègue Thomas avait parcouru en fait le parc de Loire avec un micro pour faire du field recording. Donc en même temps que le mixage, en fait, vous entendez des bruits. Alors il y a le maître nageur qui hurle sur quelqu'un au loin. Enfin c'est assez drôle, quoi. Des canards. Enfin voilà. Et dites-vous que dans vos médiathèques, vous avez aussi des bruits qui sont exploitables, qui peuvent créer une ambiance, être ajoutés en fait à ce montage si vous l'effectuez. Je dois finir à écart, donc je vais aller assez vite en fait sur ce qu'on a mis en place en fait par rapport à notre travail de playlist. On a depuis fort longtemps un affect fort avec notre scène locale, au point de la dématérialiser, numériser quand c'est les vinyles. On a récupéré un peu tous nos CD et on les a mis en fichier Wave. Et du coup, comme on aime bien bosser en interservice, on a contacté en fait nos collègues qui gèrent la sono. En fait, on a des systèmes de sono en ville, des enceintes qui sont... Alors, si vous voyez la rue Royale, vous n'avez pas trop vu Orléans encore, mais il y a des arcades tout le long. Et sous ces arcades, il y a des enceintes. Et on effectue un travail de playlist en fait en parallèle du fournisseur qui est habilité à diffuser des sons, parce que c'est un marché, hein, la diffusion de sons chez nous. Il y a aussi après le problème de la SACEM qu'il faudra régler. Et donc on propose des playlists de scènes locales en fait qui sont diffusées sur ces systèmes de sons. Donc issus directement de nos travaux de dématérialisation. On a aussi fait des playlists pour le marché de Noël, donc un autre système de son qui se trouve là sur la place du Mar 3, où on nous avait demandé de faire une playlist. Alors vous imaginez bien qu'on n'est pas allé dans les 15 versions de Maria Carey, mais qu'on a essayé de trouver des choses, voire apporter une ambiance nordique, un peu hivernale en fait au mix de Noël, pas être que dans les clochettes, mettre aussi des forêts, des bruits de vent, des morceaux islandais, ce genre de choses. Donc voilà, ce travail de playlist sur le marché de Noël, et puis aussi au Grand Piano Festival, on nous avait missionné pour créer une playlist autour du piano. Donc on a pris la programmation du Grand Piano, on a rajouté des choses à nous et on a fait un pâté de 2 heures qui a été diffusé sur ces systèmes d'enceintes sous les arcades. On a aussi pour Biblioplage, là à cet endroit-ci, parce qu'on a une petite bibliothèque d'été qui a lieu à l'île Charlemagne, on emmène des documents, des transats et aussi un peu de musique. On avait créé une playlist que nos collègues diffusaient sur une enceinte amplifiée, voilà, en dehors de l'établissement. Alors après, au niveau de la SACEM, je ne sais pas si on était très bon, mais ça mettait un peu d'ambiance. Voilà un peu pour les expériences orléanaises. Je pense que vous avez tous aussi tenté des choses. Je pense au karaoké qui a dû être pratiqué dans vos établissements. Les mix aussi pour les booms jeunesse. Ça, c'est quelque chose que j'avais fait dans une autre médiathèque. J'avais produit un mix pour des enfants. J'ai entendu dire tout à l'heure là qu'on parlait de battle de DJ entre un maire et un directeur de service. Enfin, je me suis dit mon atelier va être un peu pérave, mais non, en fait, voilà, il y a moyen aussi de faire ça, enfin de proposer des mix dans des publics un peu différents. Voilà. Des questions peut-être, car il est l'heure. Oui. C'est les playlists, ça va, c'est quand c'est en mix en fait que c'est plus compliqué, mais playlist, Stéphane tu me diras si je me trompe, mais pour je sais pas 20 morceaux, on va dire qu'on a écouté 20 albums, hein, c'est un morceau par album. Il y en a qu'on connaît déjà, non je sais pas, 1 heure peut-être pour préparer la sélection. La dématérialiser, ça va très vite en fait. L'outil est quand même redoutable, Windows Media Player. En 2 heures, vous avez fait votre truc, je pense. Hein. Après, il faut avoir le fond, en fait. Nous, on avait un 5000 CD, hein, on est à Orléans, voilà. Ouais,
Ah bah oui, la coparticipation, co-création, oui, on serait fan, évidemment. Si je peux compléter aussi, nous, les playlists qu'on crée, on les met après, on crée une playlist sur YouTube. Et en fait, elle est accessible après sur le site des bibliothèques où l'usager peut la retrouver. Comme ça, le travail en fait est rentabilisé et pérennisé. YouTube, Mixcloud, un serveur aussi. Hein. Ça serait bien. Non, il y a des possibilités effectivement de proposer ces contenus-là après. Voilà. YouTube, attention, parce que des fois, ils strike les vidéos. Hein. Si vous mettez des morceaux des Beatles, c'est compliqué, quoi. Oui. Ah oui. Oui. Alors moi, ça marche. Oui. Je vais être un peu rabat-joie, parce qu'on est rabat-joie aussi avec moi. C'est les droits que vous créez, que tu crées une playlist, un mix et tout. Sur quelle base tu prends? Parce que nous, on a beaucoup, dans le Loir-et-Cher, vendu les musiques libres, oui, qui donnent plus de liberté. Pour prêter en fait. Voilà. On utilisait Zik Libre en Bible quand ils remplissaient des clés USB, c'était pour les prêter, quoi. Nous, on est là pour diffuser, donc après c'est la SACEM qui prend le relais, quoi. Quand tu constitues un mix ou une playlist, c'est sur la base de plusieurs morceaux, donc tu prends comme ça. Issu de notre fonds, voilà, c'est de nos CD. Parce que c'est dans vos fonds, il n'y a pas de problème. Normalement, après, je dis pas que j'ai pas pris des morceaux chez moi, quoi, mais voilà. J'entends pas forcément la même chose, moi, en interne. Donc, par rapport à... le fait que même si c'est sur nos fonds, ah oui, alors oui, on fait pas ce qu'on veut. Les aficionados des droits d'auteur, quoi. Ok. On en a, mais il faut rappeler qu'on peut toujours acheter des disques à la Fnac. Hein. On n'a pas besoin de marcher. On a le droit de faire des copies personnelles. La loi, moi, ce qui est interdit pour nous, c'est d'utiliser le matériel des gens pour dématérialiser en fait nos fonds. Si c'est nous, avec notre propre ordinateur, qui prenons notre fonds, on a le droit de notre copie personnelle, pareil. Alors après, peut-être que je me trompe, mais pour moi, ça passe, quoi. Ouais, merci. Alors on finit, mais prends un micro, Stan, parce qu'on t'entend pas du tout. Quand on poste un mix en fait sur Mixcloud ou YouTube, tout ça, il y a un contrôle des droits, les morceaux sont repérés. Oui. Et ils sont il y a un robot. Et ils sont rétribués ou enlevés, comme tu l'as dit tout à l'heure, parfois quand il y a des gens un peu, des labels un petit peu durs, des labels d'édition. Mais en gros, il n'y a pas de problème en fait. Non, normalement. On peut même faire des playlists avec des morceaux qui sont en ligne en fait. Oui. Voilà. Si c'est diffusé aussi dans ta bibliothèque, tu payes en fait des droits SACEM pour le volume en fait de support. Que tu vas sonoriser. Et donc du coup, tant que c'est diffusé, en tout cas si c'est diffusé dans l'ensemble de ta bibliothèque et que ça a été à la base, si tu diffuses de la musique dans ta bibliothèque, tu payes déjà à la base un droit SACEM, donc tu peux diffuser tout ce que tu veux, du moment que ça reste dans l'ensemble de la bibliothèque. C'est à partir du moment où tu vas délocaliser par exemple une chaise musicale à l'extérieur, où là il faut par contre le déclarer. Et du coup là, quand c'était sous les arcades, c'est le forfait de la ville qui était pris en compte, quoi. Voilà. Pour le parc de Loire, c'est moyen. Merci à tous. Et puis rendez-vous à l'Astrolabe.